Bonjour et bienvenue dans Terre d'asphalte. Au sommaire de ce 18e numéro, nous essaierons une star incontestée parmi les SUV, le nouveau Dacia Duster dans le sud de la France, dans la région des Hauts-de-Provence, puis nous nous rendrons au sud de l'Espagne, en Andalousie, dans la région de Séville pour prendre le guidon de la toute nouvelle Kawasaki Z1000. Nous nous rendrons enfin au nord de l'Espagne, à nouveau dans la région de Barcelone, pour essayer le nouveau break signé Seat, la Leon ST. Allez en route! Dans le domaine des crossovers, le Duster est un vrai succès commercial et pas seulement dans la gamme Dacia. Il s'offre cette année une cure de jouvence. Ce ne sont pas moins de 820 000 Dusters qui ont trouvé preneur autour de la planète. Un véritable succès qui conduit la marque à faire des changements nécessaires pour poursuivre sur cette lancée sans le dénaturer. Quelques petits changements esthétiques, un intérieur bien enrichi, une nouvelle motorisation essence et une nouvelle boîte de vitesse sont au programme. Alors Duster, ça a été dans les années 2011 et 2012 le véhicule le plus vendu de la gamme Dacia, c'était près de la moitié des volumes. Et à partir de l'année prochaine, ça va être à peu près 40% des volumes réalisés par Dacia en France, donc c'est un véhicule très important et c'est d'autant plus important que c'est un peu le véhicule emblématique de la marque Dacia puisque ça a été l'entrée sur le segment des SUV, des volumes importants et qui a contribué vraiment au développement et à l'implantation de la marque Dacia en France. Esthétiquement, les changements sont mineurs sur le nouveau Duster. À l'avant, les phares et la calandre sont redessinés pour apporter une touche plus élégante, mais ces éléments ont strictement les mêmes contours que sur l'ancien modèle. Par contre, les phares accueillent désormais des feux de jour. C'est exactement la même démarche à l'arrière, où en dehors de l'ajout d'une canule d'échappement chromée, seul le dessin des feux a été légèrement revu. Finalement, ce qu'on remarque le plus, ce sont les nouvelles barres de toit plus épaisses, avec le mot Duster mis en exergue, et avec à chaque extrémité des fentes pour faciliter le sanglage d'objets sur le toit. Cela fait donc peu de changements, seul un œil averti pourra distinguer les deux Dusters sans hésitation. La gamme diesel ne change pas, on a toujours le 90 chevaux et le 110 chevaux. Il y a une amélioration importante sur les diesels, c'est qu'y compris sur le 90 chevaux, maintenant on a une boîte 6, alors qu'avant c'était une boîte 5, donc on gagne encore plus, je dirais, en termes d'insonorisation et d'agrément de conduite, y compris sur le 90 chevaux. Mais la grande évolution en matière de motorisation vient de l'essence, puisqu'on a un tout nouveau moteur, le moteur TCE 125 chevaux, donc un moteur 1,2 litre qui a en fait l'agrément d'un moteur de 1,8 litre. Notre motorisation 1,5 litre diesel de 110 chevaux ne change pas, mais elle est désormais couplée à une boîte de vitesse à 6 rapports. Seul ce moteur est disponible en transmission 4 roues motrices. Le nouveau moteur essence 1,2 litre TCE se cantonne à 2 roues motrices. Même si l'isolation sonore a été légèrement revue, le moteur diesel s'entend encore pas mal dans l'habitacle. La nouvelle boîte 6 permet par contre une meilleure sélection selon le relief ou la charge. Elle n'est malgré tout pas très fluide et sur le 4x4, la première est un peu plus courte pour faciliter l'usage en tout terrain. D'ailleurs, le Duster se montre particulièrement efficace hors des sentiers battus grâce à des angles d'attaque et de fuite importants, à des pneus au flanc épais et au très réputé coupleur emprunté à la Nissan Murano. Sur les routes, le roulis n'est pas exagéré mais nettement présent dans les enchaînements de virages. Les grands débattements y contribuent. Malgré tout, la conduite n'est pas désagréable et le confort au rendez-vous sur les routes très variées rencontrées. Le moteur diesel de 110 chevaux lui convient bien pour un usage diversifié grâce à une certaine souplesse. Les amateurs comme les détracteurs du Duster retrouveront ce qu'ils connaissaient déjà en dehors de la boîte à 6 rapports. Là où vraiment on a mis beaucoup d'argent dans l'amélioration de la voiture, ça a été dans l'intérieur. Parce qu'en fait, la voiture étant belle, c'était vraiment plus sur l'intérieur que nos clients nous demandaient des améliorations. Alors ces améliorations concrètement, c'est quoi? La première, c'est très fortes améliorations en matière d'insonorisation, puisque les bruits ont été divisés par deux, tant les bruits de roulement que les bruits aérodynamiques, donc l'insonorisation moteur. Ça, c'est la chose la plus importante. La deuxième chose très importante, c'est la modernisation du tableau de bord, avec en particulier la mise en place de MediaNav. Les plus grands changements sont à l'intérieur, non pas dans l'espace aux places arrière très correctes, ou à l'avant puisque cela ne change pas, le maintien n'est d'ailleurs toujours pas exceptionnel en courbe, mais par l'équipement proposé. La planche de bord est plus droite dans ses lignes pour être davantage dans l'esprit 4x4.
La console centrale est totalement nouvelle, avec maintenant la possibilité d'avoir le fameux MediaNav en option. Toujours très complet et très simple à utiliser, il est malheureusement placé bien trop bas pour regarder le GPS sereinement puisqu'il est obligatoire de quitter la route des yeux. L'ergonomie du réglage des rétroviseurs électriques n'est pas géniale non plus, à l'inverse de la commande des 4 vitres électriques dans la coudoir du conducteur. On apprécie par contre le nouveau rangement en haut de la console centrale pour poser quelques petites affaires. On relève enfin l'arrivée du régulateur limiteur de vitesse au volant, l'aide au parking arrière et niché dans le nouveau tableau de bord, l'affichage de la température extérieure. De son côté, le coffre ne change pas dans l'inclinaison des dossiers ou le seuil de chargement. Au final, Dacia ne révolutionne pas son Duster avec ce restylage. Il n'est d'ailleurs pas aisé de distinguer les deux au premier coup d'œil, ce qui aura pour avantage de ne pas trop dévaloriser l'ancien. En apportant un équipement pas forcément très ergonomique mais bien plus riche, la vie à bord est par contre bien moins spartiate qu'avec la précédente génération. Le MediaNav est mal placé mais très pratique à l'usage. Le prix qui ne change pas n'est plus le seul argument de vente de ce crossover, désormais bien mieux équipé face à une rude concurrence sur le segment. On peut hésiter avec le Chevrolet Trax 1.7 litre VCDI de 130 chevaux à partir de 21 190 € ou le Nissan Qashqai 1.5 litre DCI de 110 chevaux à partir de 22 640 €. De notre côté, on aime bien l'équipement intérieur enrichi, les barres de toit plus pratiques et la boîte 6 pour la consommation. On aime un peu moins la navigation GPS bien trop basse, le maintien des sièges en courbe et le réglage des rétroviseurs électriques. On termine par la fiche technique du Dacia Duster 1.5 litre DCI de 110 chevaux 4 roues motrices. Il est disponible à partir de 17 100 €, comptez 2 000 € de moins pour les 2 roues motrices. Sa puissance est de 110 chevaux à 4000 tours par minute, son couple de 240 Nm à 1750 tours par minute, ses émissions de CO2 sont de 135 g par km, sa masse est de 1320 kg à vide, sa consommation mixte est de 5 litres 1 au 100 km, son volume de coffre va de 443 litres à 1604 litres. Notez que le 2 roues motrices est plus léger, consomme moins, mais a aussi un coffre un petit peu plus grand. Le diamètre de braquage est de 11,40 m et le Duster 4 roues motrices passe le 0 à 100 en 12 secondes 9. Notez que le 2 roues motrices est plus léger et donc un petit peu plus véloce. Après la Z800 l'année dernière, c'est au tour de la Z1000 d'être renouvelée avec un design ravageur et radicalement différent de sa petite sœur. Quelle que soit son opinion sur ces nouvelles lignes, le moins qu'on puisse dire est que la nouvelle Kawasaki Z1000 ne passe pas inaperçue. Tout commence par un regard, celui de ses nouveaux projecteurs intégralement à LED. Difficile de ne pas remarquer ces toutes petites têtes de fourche, montées très basses, qui plongent très nettement vers l'avant. A l'intérieur, les optiques à LED de la nouvelle Z donnent un air très agressif à ce roadster. Son réservoir, qui a une 2 litres de contenance, est encore plus galbé, un galbe qui se prolonge sur ses flancs pour descendre de part et d'autre du moteur. Le duo de gris et vert est réservé à la finition SE et se facture 200 € de plus. Outre ce coloris, la SE se part d'une selle spécifique avec le motif de Z sur la selle du pilote et la housse verte qui peut faire croire à la présence d'un capot de selle. Le tableau de bord est entièrement nouveau et entièrement digital. L'originalité tient dans son compte-tours qui commence sur l'écran pour les 3500 premiers tours et continue sur le dessus avec un éclairage blanc puis rouge tout en haut. Il ne manque que l'affichage de la température ambiante et du rapport engagé. Enfin,
on note la présence d'une nouvelle fourche qui se règle en précharge sur un tube et en compression détente sur l'autre, ainsi que d'étriers de frein monobloc à montage radial. À l'arrière, l'excentrique de tension de chaîne est un plus pour l'entretien. Comme il se doit, le 4 cylindres est mis en exergue et les silencieux sont immanquables. La prise en main ne change pas radicalement, même si le nouveau guidon offre une position un peu plus sur l'avant. Le passager n'est par contre pas très bien loti. Posé sur une étroite selle, il doit se contenter d'une toute petite sangle pour se tenir. Cette Z n'est pas non plus très pratique au quotidien. La protection est encore plus réduite, la place sous la selle est quasi inexistante, et la serrure pour son ouverture est toujours dans le garde-boue, donc très sale dès la première pluie. La grosse Z est très facile et vive pour passer d'un angle à l'autre, quelle que soit l'allure adoptée. L'amortissement de l'ensemble est très ferme et fait rapidement préférer un beau revêtement pour exploiter pleinement la machine. Le moteur gagne un peu de couple sur l'ensemble de sa courbe et un peu de puissance en valeur crête. Il devient plus réactif sur l'ensemble de sa plage d'utilisation, mais le moteur Kawasaki est malgré tout très linéaire, même si on le sent plus vif à haut régime, à partir de 7500 tours par minute environ. Quoi qu'il en soit, il est tout le temps plein et ne rechigne jamais pour reprendre quelle que soit l'allure désirée. On peut aisément se caler sur le 6e rapport et se contenter de moduler avec la poignée, cela économise un peu de changement de rapport avec une sélection un peu ferme, surtout pour les passer à la volée. L'ensemble motorisation parti-cycle est agréable et facile pour une conduite vive sur les réseaux secondaires. La direction semble très légère et incisive à la fois, et ce malgré les 220 kg sur la balance tout plein fait. Le nouveau frein avant est particulièrement mordant et progressif, dès la prise du levier et toujours sans brutalité. Le frein arrière est par contre un petit peu moins fin. En dehors de son coup de crayon radicalement différent dans la catégorie et même dans la gamme Kawasaki, la nouvelle Z1000 propose donc un moteur plus réactif et plus facile à piloter quelle que soit son expérience. La partie cycle est améliorée, la prise en main également avec le nouveau guidon, etc. Au final, la nouvelle Z1000 est mieux à tous les niveaux. Kawasaki n'offre pas qu'un nouveau design à sa Z1000. On regrette seulement que Kawasaki ne profite pas de cette mise à jour pour lui greffer quelques équipements électroniques très souvent disponibles chez la concurrence pour le confort ou le pilotage. Dommage aussi que la serrure de la selle soit toujours aussi exposée et que le passager serve de garde-boue les jours de pluie. Quoi qu'il en soit, la Z1000 est facile à piloter et les amateurs de 4 cylindres ne seront aucunement surpris par sa vivacité et sa linéarité. La prise en main améliorée permet d'en profiter pleinement et le design incroyable de ne pas passer inaperçu. À 11 990 €, la Z joue la carte du prix à condition de la prendre en noir ou en orange sans ABS. Cette version SE, facilement reconnaissable avec ce coloris biton gris et vert, est à 200 € de plus et l'ABS facturé 600 €. On peut hésiter avec la Honda CB 1000R ou la nouvelle BMW S 1000R. De notre côté, on aime bien la disponibilité du moteur, la vivacité dans les virages, et la tension de chaîne par excentrique, toujours très pratique. On aime un petit peu moins la fermeté des suspensions, l'accueil réservé aux passagers et l'absence d'aides électroniques. On termine par la fiche technique de la Kawasaki Z1000. Elle est disponible en décembre 2013 à partir de 11 990 €, 12 590 € avec l'ABS, ça fait 600 € de plus. Sa puissance est de 142 chevaux à 10 000 tours par minute. Son couple est de 111 Nm à 7300 tours par minute. Son frein avant comprend deux disques de 310 mm avec des étriers radio à montage radial. Son frein arrière est un disque de 250 mm. Le pneu avant est un 120/70 17 pouces. Le pneu arrière un 190/50 17 pouces. La hauteur de selle est à 815 mm. Son poids est de 220 kg avec les pleins. Et le réservoir passe désormais à 17 litres.
Il y a un an, Seat lançait sa nouvelle Leon qui changeait radicalement de style. Avec la Leon ST, Seat investit le segment des breaks, compact et pratique. Arrivée en 2009, la nouvelle Leon tirait un trait sur son design très bio tout en rondeur pour adopter des angles et des lignes tendues comme sur l'Ibiza. La Leon s'offrait également un nouveau châssis, de nouvelles motorisations avec un système start and stop et un équipement bien plus complet qu'à bord de la précédente génération. La ST lui ajoute un coffre bien plus grand et des astuces agréables pour un usage familial quotidien. L'avant est identique à toutes les carrosseries. On retrouve donc sur ce break le nouveau logo mis en exergue au centre d'une calandre élargie et vers lequel convergent les nervures du capot. Les optiques full LED présentes sur notre Leon ST lui confèrent un regard à la fois distinctif et dynamique qui s'harmonise parfaitement avec les arêtes des ailes pour une signature visuelle aisément reconnaissable. Avec 27 cm de plus par rapport à la berline, le profil de ce break change avec un porte-à-faux arrière bien plus long. D'élégantes barres de toit font leur apparition et la vitre de custode suit ici la ceinture de la carrosserie. La différence est donc sur l'arrière avec un coffre bien plus grand. Pour le style, la vitre du haillon est surmontée d'un petit béquet et légèrement inclinée pour donner un peu plus de dynamisme. Les feux larges et peu épais allègent esthétiquement le haillon pour maintenir l'image relativement sportive de la marque espagnole. Mis à part les 45 kg supplémentaires par rapport à la 5 portes, la nouvelle Leon ST profite de la même plateforme MQB à l'empattement augmenté qu'on avait découvert l'an passé. L'arrière est donc un peu plus lourd et plus ferme en suspension, mais on trouve au volant un ressenti de conduite proche de celui de la berline, avec une direction à la fois consistante et précise. Le train arrière multibras associé à cette motorisation est un vrai plus. A noter que les différents modes de conduite sont disponibles en option sur ce break aussi. Notre Leon ST est équipé du moteur 2 litres diesel de 150 chevaux, secondé par une boîte automatique DSG à 6 rapports. Toujours très souple et ne rechignant jamais lors des reprises quel que soit le rythme, on note tout de même un à-coup lorsqu'on se relance à faible allure qu'on n'avait pas relevé avec la boîte manuelle. En dehors de ce point, ce binôme permet une conduite très fluide et agréable en ville, comme sur les routes de campagne où on regrette seulement la sonorité de ce bloc diesel assez présente dans l'habitacle lors des accélérations. Ceci est également remarqué lorsque le start and stop rentre en fonction alors que l'arrêt du moteur est particulièrement discret. Quoi qu'il en soit, cette motorisation brille par sa disponibilité et ne sera sans doute pas de trop lorsqu'on roulera en famille avec le coffre plein. On apprécie aussi la consommation qui sur un parcours varié s'est montrée proche de celle de la berline 5 portes. L'intérieur est strictement identique à celui de la berline. Le contour des aiguilles d'aération et de l'écran est cerclé pour une touche d'élégance, mais l'ensemble de la planche de bord reste très sobre. Tout en haut de la console centrale, l'écran tactile de 5,8 pouces est équipé d'un capteur de proximité qui permet d'afficher les commandes lorsqu'on approche la main. L'écran est donc dégagé le reste du temps. Les principales informations de navigation peuvent être reportées au centre du tableau de bord. Cet écran peut également afficher tout un tas d'autres informations via un système de menus qu'on fait défiler depuis les boutons volants. L'accueil de la sellerie est correct à l'avant et à l'arrière, avec de la place pour un adulte d'1,80 m, à part sur la place du milieu, un peu plus étroite. On remarque immanquablement le grand toit panoramique jusqu'aux places arrière et ouvrant sur l'avant. C'est une option, mais elle est vraiment agréable et les possibilités d'ouverture du rideau comme de la vitre sont nombreuses, selon le soleil ou la température ambiante. Mais le plus important est le volume du coffre avec les 27 cm supplémentaires. En un tour de main, on passe de 587 à 1470 litres avec les deux dossiers rabattus. On utilise soit la manette sur le dessus des dossiers, soit une de celles qui se trouvent dans le coffre. On remarque aussi la présence d'une prise 12 volts et de boucles pour arrimer ses bagages facilement. Le seuil de chargement est plat pour une bonne accessibilité, mais on peut l'abaisser et ainsi gagner en volume en le mettant en position basse d'une simple manipulation. Ce qui est remarquable dans ce coffre est que sa configuration peut être changée très rapidement et d'une seule main. Au final, la nouvelle Leon ST conserve les traits dynamiques de la Leon sur l'avant. L'arrière est dans l'esprit avec un coup de crayon qui ne la rend pas trop massive malgré l'allongement significatif de l'auto.
Elle apporte en plus tout ce qu'on attend d'un break compact avec un volume de chargement bien plus important et fonctionnel que dans la berline. La conduite reste agréable avec une direction suffisamment communicative. Le moteur diesel de 150 chevaux, en plus d'être assez vif, sera sûrement utile pour ceux qui roulent souvent avec une famille nombreuse et ou un chargement important. À part la coût perçu lorsqu'on reprend à faible régime et la sonorité assez présente dans l'habitacle, sa disponibilité convient parfaitement à l'usage visé par un break. Quoi qu'il en soit, la rupture esthétique avec la précédente génération de Leon est marquée, et en plus de l'équipement complet qui l'accompagne, le volume du coffre important permet de profiter de ce break à l'allure dynamique sans devoir préférer un monospace parce qu'on a des enfants ou une activité de loisir très encombrante. Le supplément tarifaire pour profiter de ce grand coffre est de 1 150 € à finition et motorisation identiques. On peut hésiter avec la Renault Mégane Estate 1,5 litre DCI 110 chevaux à partir de 26 850 € ou la Volkswagen Golf SW 1,6 litre TDI de 105 chevaux à partir de 28 450 €. Les tarifs sont comparables, les motorisations sont un petit peu en dessous, mais l'équipement un petit peu au-dessus. De notre côté, on aime bien la modularité et le volume du coffre, l'équipement proposé en série ou en option et l'agrément proche de la berline 5 portes. On aime un petit peu moins la sonorité lors des accélérations et la place centrale arrière qui est restreinte. On termine par la fiche technique de la Seat Leon ST 2 litres TDI de 150 chevaux avec sa boîte DSG à 6 rapports. Elle est disponible à partir de 27 750 €. Le premier moteur qui est le TDI 90 l'est à partir de 21 695 €. La puissance est donc de 150 chevaux. Son couple de 320 Nm est disponible entre 1750 et 3000 tours par minute. Les émissions de CO2 sont de 119 g par km, seulement 106 g par km sans la boîte DSG. La masse est de 1326 kg en ordre de marche. Le volume de coffre va donc de 587 à 1470 litres. La consommation mixte est de 4,4 litres au 100 km. Le réservoir a un volume de 50 litres. Et elle passe de 0 à 100 en 8 secondes 6. Et voilà, c'est terminé pour ce 18e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 20 décembre pour l'essai de l'Indian Chief Vintage dans la région d'Arcachon, ainsi que pour la découverte de la nouvelle Smart électrique et du tout nouveau Nissan Qashqai. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt.